Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV, chers téléspectateurs. Je suis David Carmel Ingabire. C'est toujours une joie de vous retrouver. Le Rwanda accueillera le Forum africain des systèmes alimentaires AFS du 2 au 6 septembre 2024 et appelle à une transformation radicale des systèmes alimentaires africains. Le Forum africain des systèmes alimentaires est le premier forum mondial consacré à l'agriculture et aux systèmes alimentaires du continent. Il rassemble les parties prenantes afin qu'elles prennent des mesures concrètes et partagent des enseignements tirés de l'expérience pour faire progresser les systèmes alimentaires africains. Le forum est une plateforme multisectorielle composée de 28 partenaires leaders de l'agriculture africaine, tous soucieux de placer les agriculteurs au centre des économies en croissance du continent. Le forum AFS existe pour faire progresser les systèmes alimentaires africains et promouvoir l'excellence agricole dans les divers paysages de notre continent. Le directeur général de ce forum, Amat Paté Séné, nous en dit plus. C'est d'abord d'amener les gens, d'amener le continent à faire une revue de où est-ce que nous sommes. Chaque année, on se voit, on a des engagements, mais des engagements qui doivent être respectés, et des engagements qui doivent être également mesurés en termes de performance sur le continent et puis pour chaque pays, par région également, où est-ce que nous en sommes par rapport au reste du monde. Deuxièmement, nous venons aussi à ce forum pour pouvoir partager des innovations et des leçons apprises. Ça ne sert à rien de recréer la roue si il y a déjà des changements qui existent à côté et qu'on peut vraiment faire des partenariats entre pays, coopération sud-sud ou triangulaire pour pouvoir accélérer le développement et la transformation de nos systèmes alimentaires sur le continent. Également, on vient aussi pour faire du business. Donc il y a des compagnies, il y a des investisseurs qui viennent et qui sont là pour pouvoir appuyer le secteur et qui cherchent aussi des opportunités. Le continent, c'est un continent d'opportunités et donc nous devons également l'exposer au monde, mais à tous ceux qui sont intéressés, pouvoir donc venir investir parce qu'il y a des opportunités d'investissement, de création d'emplois, mais aussi pour aider à régler définitivement le problème donc, de la sécurité alimentaire. Enfin, c'est également un lieu pour échanger des informations. L'information sur comment faire les bonnes politiques, comment faire également de bons programmes et projets, l'information sur la recherche, sur les publications, sur la direction donc, du continent et son agenda en termes donc, de transformation structurelle de nos économies. Et c'est le lieu vraiment où on amène tous ces acteurs-là, que ce soit les politiques, que ce soit le secteur privé, la recherche, les jeunes, les femmes, à venir discuter sur l'état de la sécurité alimentaire, sur l'état des systèmes alimentaires, de l'agriculture en général, mais également de la transformation donc, de nos économies ici à Kigali du 2 au 6 septembre. L'Afrique est toujours un peu en retard par rapport aux autres continents qui produisent plus que nous. Donc pour la simple raison que aujourd'hui nos systèmes de production sont encore en dessous des capacités et il faut qu'on modernise donc nos agricultures. La modernisation va passer également par l'inclusion des jeunes qui sont beaucoup plus aptes à endosser les innovations, mais également cette modernisation va nous permettre d'augmenter les productions et de pouvoir compétir en termes donc, de volume avec les autres continents. On a beaucoup d'innovations qui se passent sur le continent, qui n'existent pas ailleurs, que nous devons également valoriser. Et donc cette valorisation devrait nous permettre aussi de montrer la voie à d'autres continents, et il y en a beaucoup, mais qui doivent être également collectés, montrés et valorisés, et qu'on puisse également y investir. Donc le continent également, en termes de volume financier, est inférieur aux autres continents, pour la simple raison que la perception du risque est très élevée. Donc, alors que ce n'est pas le cas, c'est également le risque est un peu partout dans les autres continents, mais nous devons également, au même titre que les médias doivent jouer ce rôle, de changer le narratif négatif sur ce secteur-là et en faire un narratif positif. L'Afrique, terre d'opportunités, c'est un narratif positif qui devrait nous permettre également de rassurer les investisseurs à venir et de pouvoir repositionner le continent comme un continent où il peut y avoir beaucoup de flux financiers en termes d'investissement direct et indirect et que nous devons également appuyer. Et en dernier, notre jeunesse ne pourra pas être une jeunesse
sans espoir, à la recherche bien sûr de d'autres horizons. En fait, c'est le continent où il y a déjà des opportunités. Ici, on doit pouvoir également dire à notre jeunesse, restez ici et que la jeunesse d'ailleurs puisse pouvoir le rejoindre pour transformer donc, nos économies, mais également notre continent. Décryptage cette fois-ci sur le sujet controversé de l'image de la démocratie en Afrique sous un point de vue occidental. La grande édition s'est entretenue avec Damien Mouzoun, observateur de la politique africaine et de l'évolution socio-économique du continent sur ce sujet. Suivez. J'ai vécu longtemps au Ghana et les impacts du président Jerry John Rawlings qui a quand même passé des années à réformer son pays suite malheureusement à un coup d'État. Et il faut avouer que pendant la période de Jerry John Rawlings, pendant 11 ans, il n'y avait pas eu des élections au Ghana. Mais ça a permis quand même à ce pays de l'Afrique de l'Ouest de se positionner aujourd'hui comme un pays phare, même si ils ont quelques difficultés de nos jours, mais le nom Ghana a pu quand même renaître après les failles de Kwame Nkrumah. Alors, ce que le président dit en termes d'analyse, s'il faut l'interpréter, vous vous rendez compte qu'on a des pays qui sont différents dans le monde entier, autant ici aussi en Afrique. Il y a des pays où, par exemple la Suisse, c'est chaque année qu'ils ont de président. Et il n'y a même pas de débat là-dessus que chaque année, il y a un nouveau président en Suisse. C'est leur choix. Les États-Unis font 4 ans, renouvelables seulement une fois. Vous voyez des pays comme le Ghana, ils font 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes partis d'un mandat de 7 ans au Rwanda pour arriver à un mandat de 5 ans. La même chose s'est passée récemment au Sénégal, qui a été représenté aujourd'hui par le Premier ministre Ousmane Sonko. Avant, au temps des autres présidents, c'était 7 ans le mandat au Sénégal. Aujourd'hui, ils ont choisi de faire un mandat de 5 ans. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que la démocratie, si telle est définie que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, et avec les réalités que nous vivons aujourd'hui, quand vous voyez par exemple récemment, je crois il y a quelques jours, la question du Bangladesh, c'est le peuple qui s'est levé pour destituer un président et pour faire venir quelqu'un même qui était du dehors pour prendre sa place. Donc ce qui veut dire que si un peuple décide de dire c'est ce que nous pouvons, vous savez 30 ans, nous sommes de la trentaine, mais aujourd'hui on arrive à parler, ça a l'air comme si c'est beaucoup d'années, mais c'est quand même pas aussi trop que ça. Et pour changer et ravivre les questions de plaies qui étaient là et qu'il fallait peut-être l'unité nationale pour construire un pays, c'est plus compliqué que ça. Donc ce qu'il veut dire, je crois que l'interprétation de cela, c'est que à un moment donné dans l'histoire des peuples, il faut qu'il y ait des circonstances qui permettent à ce que le Singapour, qui est peut-être le pays phare aujourd'hui, même de nos pays occidentaux, quand vous voyez un peu son histoire politique et son histoire de gouvernance, je pense que l'évidence est là. On n'a pas besoin de passer 1000 chemins pour démontrer qu'il y a des circonstances dans la vie des pays où des situations particulières s'imposent qui exigent une certaine cohésion. Des pays ont décidé peut-être de continuer avec le royaume, même des pays de l'Occident aujourd'hui, et c'est leur choix. Donc je pense que ce qu'il dit, ça sous-entend cela, et ce que moi, dans mon analyse, j'aurais à ajouter, c'est que si nos pays africains arrivent à un niveau d'indépendance, d'autonomie aussi élevé, je pense que ça permettrait à ce que ce débat n'aurait même pas lieu. Mais malheureusement, parfois, nous nous retrouvons dans des situations où celui qui veut dicter les lois a quand même une certaine force ou une certaine appui qu'il apporte à nos pays, et parfois ça devient une pression. Et c'est pourquoi il a mentionné la question de pression, parce que moi j'ai vu ça au Ghana, et je pense que ce qu'il dit, c'est malheureusement la triste réalité. Vous voyez des pays aujourd'hui qui, à cause de la mauvaise gouvernance, les gens ont dû prendre les armes pour qu'on retourne encore dans des questions de coup d'État. Et pour la page culture de cette grande édition, nous parlons poésie, musique avec le musicien, slammer, poète Wanki, qui est de retour avec un tout nouvel album, Kitou. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'accueillir encore une fois. Oui, ça fait plaisir à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui sort. Ouais.
parce que c'est très original, c'est toujours aussi très profond si on prend le temps d'écouter et tout ça. Et je suis ravi qu'aujourd'hui tu puisses venir sur la grande édition pour qu'on puisse en parler. Oui. Alors, parle-nous de ce nouvel album. Alors, ce nouvel album, il s'appelle Kitu, parce que si tu décomposes le mot, ça fait Ki, deux. Oui. Donc, Kitu. Et c'est une séquence, en fait, j'essaie de faire... c'est un peu en mode biographie, oui, mais en même temps en mode diary. Donc, je raconte un peu ce que je traverse pendant une certaine période. Par rapport aux albums précédents, aux projets précédents, où je prenais vraiment le temps de penser plus vaste. Là, c'est en fait ma vie que je mets, je sais pas, mes 6 mois, mes 12 mois, mes 8 mois en quelques chansons comme ça. Là. Ce que je traverse, ce que je vois, ce que je vis. C'est une façon de dire qu'en 2024, entre janvier et juin, j'étais là et j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Oh, c'est un peu ça. Ok. Donc on entre un peu dans le journal de One Key. Un peu, ouais. Absolument, ça c'est vrai, ça c'est ça. D'accord, intéressant. J'ai eu l'occasion d'écouter la première version avant que la version complète ne sorte. Ouais. C'était assez rétro, ça pouvait nous ramener à l'époque des Tupac et des Biggie. C'est ça les inspirations. Mais aussi très moderne, très courant. Ouais. Est-ce que c'est le même style qui continue tout au long de l'album? Non, c'est pas vraiment le même style. Bien sûr que j'ai beaucoup d'influences de hip-hop, américain bien sûr, français aussi. Oui. Et en même temps, maintenant, il y a de l'afro, il y a du rétro, il y a du funk. J'aime bien faire la fête aussi. Il y a un peu de house. Donc, j'essaie un peu de dire, voilà, quoi, quand j'ai envie de faire la fête, c'est ça la vibe. En fait, ce qui se passe avec le temps, c'est que je réalise qu'il y a des choses que j'ai envie d'écouter ou de sentir, que j'arrive pas à avoir ailleurs. Et du coup, je me dis, bah, c'est à moi de le faire. Alors, tu vois, c'est un peu comme ma démarche musicale. On attend que l'industrie se réveille pour faire des choses et on se dit, mais c'est nous l'industrie, c'est nous qui allons faire les choses. C'est absolument vrai. Et merci de ce détour qui va nous amener à la question suivante, qui est justement la façon dont tu communiques sur ta musique et avec le public, qui est très original. C'est principalement à travers le site web, OneKeyZiki, si je le dis bien, .com. Il faut vraiment rester dessus, suivre. On peut retrouver ta musique. C'est pas... On a l'habitude que quand on parle d'un artiste qui a sorti un album, on va directement sur YouTube pour le retrouver, par exemple, ou sur les autres plateformes de téléchargement. Pour toi, c'est d'abord sur le site web. Et c'est là aussi où on va retrouver ton actualité et tes informations. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir d'autres avenues que celles dont Moi, à la base, moi, je suis un artiste indépendant. Et donc, moi, j'ai envie de me réveiller un jour et dire, bon, je passe à autre chose. Et je suis OK parce que je l'ai fait à fond et je sais que j'étais en accord avec moi-même. Je ne suis pas imposé par les lois du marché. Du coup, par contre, moi, j'impose certaines choses. Tu achètes l'album au prix que tu veux. Et du coup, tu peux l'acheter à $100 ou 100 euros ou 1000. Ce qui veut dire que ceux qui vont écouter gratuitement, c'est déjà payé par quelqu'un. C'est une façon de fonctionner parce que vraiment, la musique, tu dépenses beaucoup d'argent en fait. Beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si la musique n'arrive pas à tourner elle-même, eh ben, on se retrouve en burn-out. Tu vois, par exemple, voilà, j'ai fini l'album, mais il y a des choses que je n'ai pas encore payées. Et j'espère que je vais payer ces choses par l'achat des abonnés, par exemple. Et par contre, pour la version démo, celle que tu as écoutée en mars, l'idée c'était que vous achetez cette version démo pour que je fasse le reste. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les 5000, les 6000, les 200 qui sont rentrés, c'est ce qui a permis que je fasse l'intégralité du travail, du projet. Et donc maintenant, le projet, il est complet. C'est juste que maintenant, ce qui manque, en fait, c'est l'appui des médias, parce que moi, j'ai tout mis, j'ai tout fait en fait de mon côté. Maintenant, là, je suis sur la partie où je peux faire des performances. Mais s'il n'y a pas le soutien des autres, je sais pas, des autres parties, eh ben, ça va rester juste là avec mes 100 abonnés, tu vois. Et donc, l'idée pour que ça grandisse, il faut vraiment que les autres s'accrochent aussi, quoi. S'ils y croient. Oui, c'est ça. Et donc, toi, dans ta démarche, tu te dis, en tant qu'artiste, en tant que créateur de ce produit, j'ai fait mon travail. Absolument. Le reste, c'est au monde. Absolument. Oui, voilà. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de voir comment les personnes créatives arrivent aussi à trouver des moyens créatifs pour exploiter leur travail artistique. Alors, justement, parlons de ton public. Tu tournes beaucoup. Tu es un des artistes, Eric One-Key, c'est un des artistes qui tourne le plus, que ce soit ici en Afrique, mais aussi en Europe. Récemment, tu as vraiment fait beaucoup de pays et beaucoup de villes.
je sais que tu as un rapport particulier avec la scène. Ouais. Et après des performances ici au Rwanda, le fait de sortir du pays, le fait de sortir du continent, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça représente pour toi en tant qu'artiste? Déjà, moi je fais du théâtre, je fais de la scène, et donc c'est avec le théâtre que je tourne beaucoup. Et dans le théâtre, tu réalises qu'en fait, vraiment, l'art, c'est quelque chose de sérieux. Si on vous dit, vous êtes là à 18h, 17h55, tout le monde est en place. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire, et on joue le même show une fois, deux fois, trois, quatre fois, dans une ville, et puis boum, ça se déplace le matin. C'est pas un monde où les artistes sont jamais à l'heure, ils sont toujours sous, ils sont toujours bourrés, ils sont toujours drogués, machin. Non, c'est du sérieux, c'est un métier. Si tu n'es pas là, eh ben, tout tombe à l'eau, et tu ne veux pas être responsable de ça. Donc, ça m'a appris d'être sérieux avec ce que je fais. Moi, quand j'ai un show, même ici, ben, si je dois installer les choses, je viens le matin, j'installe tout, je fais le tour, je répète ce que je dois faire, et puis je pars, je prends une douche, je reviens et je fais mon show. Le souci ici, c'est l'audience en fait. Bouger les gens pour venir voir un show ou bien faire partie d'un show. Ou si tu veux faire un truc expérimental pour que les gens rentrent dedans, c'est beaucoup de travail. Mais on est là pour ça et on va être patient et on va faire ce qu'on peut. La différence entre ici et ailleurs en Europe, c'est que l'Europe, les gens ils sont habitués à la scène depuis les années 30 et du coup ils ont envie de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si moi j'arrive avec mes trucs expérimentaux et puis dis ah on avait besoin de ça et surtout qu'on ne pensait pas que ça pouvait venir d'Afrique en fait. Tu vois il y a toujours ce ici nous on est encore dans le format traditionnel où tu te dis voilà quoi je vais aller sur scène il y a une lumière je vais faire non les autres ils sont en mode donne qui tu es maintenant. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qu'on n'a pas encore ressenti quoi. Ouais. Absolument. Alors, j'ai eu l'occasion de voir Eric Wanki sur scène. Je t'ai pas choqué plusieurs fois. J'étais choqué, j'étais inspiré, j'étais transporté. Et donc, on va parler peut-être de tes prochains concerts tout à l'heure. Oui. Mais là, après ces années de carrière que tu as dans la musique, qu'est-ce que tu penses de l'industrie musicale ici au Rwanda actuellement? Souvent, on parle d'industrie, mais je ne pense pas qu'il y en ait en fait. Il y a des acteurs dans le secteur. Moi, je veux te dire, côté artistique, je pense que ça va. Mais il manque le côté qui connecte l'art au business. Il manque ces gens qui vont dire « Oh, je vois le potentiel, je vois où est-ce que toi, tu peux aller d'ici 5 ans. » Par exemple, il y a des gens qui me voient sur scène et me disent « Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» C'est toujours ça que j'ai eu. Mais je dis « Mais j'habite ici, je vis ici. C'est chez moi. C'est chez moi et je fais des choses ici. Donc, si vous ne voyez pas ce que je peux faire ici, vous ne pouvez pas le voir ce que je peux faire ailleurs où vous n'avez pas encore été. Tu vois un peu. Et donc, il y a des gens, ah, tu fais trop New York, tu fais trop Paris, tu fais nanana. Je dis, mais il faut que ça commence ici, quoi. Je fais Kigali aussi, je vis ici, je peux aller sur scène, parler 6 langues à la fois et tout le monde va me comprendre. Tu vois. Et donc, il manque, ça s'appelle des agents de musique ou bien des managers. Ben, on n'en a pas, en fait. Et même ceux qui se disent des managers, je ne pense pas vraiment qu'ils le font professionnellement comme il faut. C'est peut-être des gens c'est des mécènes peut-être, mais vraiment des gens qui vont dire, écoute, moi je vois le potentiel, d'ici, on fait un plan, une stratégie pendant, je sais pas, 2-3 ans, et on fait Nairobi, on fait Afrique du Sud, on fait Nigeria, on fait Paris, on fait Berlin, on fait New York, on fait tout ça, et après 5 ans, on construit ce qu'on a envie de construire en fait. Ben, ça manque ici, et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont venir de l'étranger, qui vont voir le potentiel, et ben on va travailler avec eux. C'est dommage, mais voilà quoi. On doit bouger, on doit faire les choses. Et ce qui est bien, c'est que tout changement commence par des conversations. Ouais. Et la conversation est déjà lancée. Ouais. Alors, avant de te laisser partir, des concerts, des tournées, des comédies musicales, des visuels, je sais pas. Ah oui, dans le futur, qu'est-ce que tu nous prépares? Comédie musicale, parce que en fait, jusque-là, j'étais en mode créer un catalogue. C'est pas encore fini. L'idée, c'est d'avoir un catalogue tellement énorme que si on me dit, viens jouer dans un bar, je joue dans un bar, viens jouer au club, je joue au club, viens jouer au musée, je joue au musée, mais des trucs complètement différents tout le temps. Parce que si tu as un petit catalogue, tu es obligé de ramener des vibes qui ne tiennent pas à ça. Tu vois un peu? Et donc là, mon travail, c'est pour ça que chaque année, je fais minimum un album. Tu vois? C'est important un album, un EP, mais minimum, c'est ça, avec des pièces de théâtre et tout ça. Et donc là, je suis en train d'écrire une pièce musicale pour le 18 qui va jouer à l'Institut français parce qu'eux ils comprennent et bien ils achètent le truc. Ils disent viens, joue, on va te payer, voilà. C'est ça qu'il faut en fait. Et après ça, je vais tourner. Là, je suis sur des plans pour aller à Nairobi, aller voir ce qui se passe et puis dire je suis là, je fais des choses. Kigali, je joue déjà, ça fait 2 week-ends que je joue.
Mais c'est fatigant en fait, parce que quand tu joues et que tu n'as pas assez d'audience, tu ne te fais pas de l'argent, tu te fatigues en fait. Oui. Et que si ça ne rapporte pas, tu es démotivé. C'est pour ça l'idée de partir, sortir, revenir avec beaucoup d'énergie, redonner. Ici, je sens que je donne beaucoup plus que je reçois en fait. Mais c'est peut-être ça aussi mon parcours. Oui, c'est ouvrir les portes déjà, ce que tu es en train de faire. J'espère bien. Et en tout cas, merci beaucoup, Anki, pour le travail que tu fais. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à la grande édition. Ouais. Oui, le nouvel album Kitu de Eric Wanki est à retrouver sur wankiziki.com. Et la grande édition continue, bien sûr. Merci. À Kigali se tiennent depuis ce lundi les tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026. Le basketball professionnel féminin a un impact significatif et positif sur les filles et les femmes au Rwanda qui démontre qu'il est possible de réussir au plus haut niveau dans un domaine qui autrefois était souvent dominé par les hommes, encourageant ainsi les jeunes filles à poursuivre leurs rêves sportifs sans limite, comme l'explique Habimana Mugwaneza Claudette du comité exécutif de la FEWABA. Ma fierté aujourd'hui, c'est que, par exemple, cette équipe nationale, ça représente beaucoup pour moi parce que je fus la coach assistante, donc l'entraîneur assistante des U18 en 2018, féminine. Donc, parmi les joueuses qui sont aujourd'hui en équipe nationale, j'ai pu entraîner 60% ou 70% parmi elles. Donc, ça fait beaucoup de choses pour moi, c'est un plaisir, vraiment je suis très contente pour elles et je les encourage beaucoup qu'elles puissent continuer leur carrière. Pour moi, c'est beaucoup de choses. On peut arriver peut-être en compétition de la Coupe du monde parce que c'est la première fois qu'une équipe rwandaise, et les garçons et les filles, c'est la première fois qu'on est là. Donc ça peut nous donner beaucoup de chances d'aller jusqu'au bout. Et Bahigé Jacques, entraîneur de l'équipe nationale féminine de basketball U18, trouve appréciable le fait que les filles qu'elle entraîne soient passionnées par ce qu'elles font et la détermination qu'elles ont pour aller jusqu'au bout de leurs rêves en tant que basketteuses professionnelles. Actuellement, 16 nations réparties en 2 tournois organisés respectivement à Mexico City et à Kigali participent à cette première étape des qualifications. Chacune de ces compétitions est constituée de 2 groupes de 4 équipes. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.